Bon, donc, on a fait hier une rencontre avec France Télévisions. On en a fait une vendredi avec Emma Rafovic, parce que beaucoup de choses importantes pour nous se passent au Parlement européen. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Lionel qui va nous présenter la politique du CNC au soutien de la diversité et tout ce qui est soutien en amont, et notamment sur tout le processus d'écriture. Juste pour vous rappeler, mais vous le savez, que la SACD est, comme beaucoup ici à Cannes, mais malheureusement pas assez en dehors de Cannes, est un soutien de la politique publique du cinéma et plus généralement de soutien à la filière audiovisuelle que met en œuvre le CNC et qui repose sur des taxes affectées, des commissions, des systèmes automatiques de soutien qui permettent le préfinancement des œuvres et des systèmes d'aide sélective dont Lionel vous parlera et qui s'appuient sur l'expertise des équipes du CNC et des professionnels. Et tout système est perfectible et le système du CNC est également perfectible, mais en tous les cas, c'est le meilleur des moins mauvais des systèmes que j'ai pu connaître pour connaître aussi à l'État. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est Lionel va vous présenter les grands dispositifs d'aide en amont concernant qui sont en place au CNC et les réflexions qui sont en cours en vue de les adapter. Juste pour vous dire que nous, à la SACD, on trouve légitime qu'il y ait des aides en amont. Les auteurs, évidemment, ne payent pas de taxes finançant le budget du CNC directement, mais ils contribuent indirectement au produit des taxes du CNC, puisque les droits qu'on perçoit pour vous sont abattus des sommes qui sont versées par les chaînes de télé, les plateformes de streaming au CNC. Bon, j'ai été trop long. Lionel, je t'en prie. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors effectivement, ça me semble intéressant d'évoquer l'ensemble des dispositifs de soutien du CNC à l'amont de la réalisation et de la production d'un film, surtout dans la mesure où, comme tu l'as évoqué, nous sommes en train d'achever une réforme d'ampleur de l'ensemble de ces dispositifs. Et je vais peut-être, en fait, d'un même mouvement, vous décrire comment il fonctionne aujourd'hui et quelles sont les pistes de réforme que nous souhaitons mettre en place très prochainement. Alors, les dispositifs de soutien à l'amont du CNC, si j'essaye de les caractériser, de les schématiser, il y en a en réalité 4, en tout cas 4 gérés par ma direction, la direction du cinéma, auquel il faut ajouter un dispositif qui est l'aide au parcours d'auteur, qui est assez spécifique et qui, lui, est géré par la direction des publics et des territoires du CNC. Alors, pour ce qui est des dispositifs de la direction du cinéma, en fait, il y en a 2 qui sont, je dirais, assez directement ou très directement destinés aux auteurs, qui peuvent les solliciter seuls ou pour certains d'entre eux avec leurs producteurs, et puis 2 autres qui, eux, sont plus directement destinés aux producteurs. Et l'ensemble de ces dispositifs a l'ambition de, j'allais dire, couvrir les différentes étapes d'écriture des films, et même pour ce qui concerne les aides aux producteurs, les différentes étapes de préparation des films. Alors, je vais peut-être passer en revue les dispositifs les uns après les autres. C'est peut-être le moyen le plus clair de les présenter, en commençant par l'aide à la conception, qui est un dispositif assez particulier, puisque c'est un dispositif automatique pour peu que les auteurs qui le sollicitent répondent évidemment aux conditions d'accès, aux conditions d'éligibilité à ce dispositif, et qui a pour objectif de soutenir les auteurs dans, j'allais dire, la période d'écriture entre 2 projets, entre deux longs métrages.
Ce qui explique que pour être éligible à ce dispositif, il faut avoir contribué à l'écriture d'un long métrage sorti en salle, un long métrage agréé, sorti en salle durant l'année qui précède la demande de l'aide. À l'appui de la demande, il faut fournir un synopsis d'un projet. Et à l'issue, l'auteur est censé donc avoir abouti à l'écriture d'un synopsis détaillé. C'est une aide forfaitaire dont le montant est actuellement de 10 000 euros et qui a été par ailleurs depuis 3 ans étendue également au champ du documentaire. Donc il couvre à la fois donc, la fiction aux prises de vue réelles, le documentaire et le cinéma d'animation. Il faut peut-être aussi ajouter que pour y avoir accès, j'ai dit qu'il fallait avoir contribué à l'écriture d'un long métrage agréé sorti l'année précédente, mais avec des conditions de budget relatives à ce long métrage. Pour la prise de vue réelle, il faut qu'il ait été d'un budget inférieur à 4 millions d'euros. Donc, dans le but de viser la population des auteurs ayant, à nos yeux, le plus besoin de ce dispositif, ou en tout cas les plus fragilisés. Juste une incise, l'ensemble de ces dispositifs de soutien à l'amont et d'ailleurs la réforme elle-même que je vais évoquer de chacun de ces 4 dispositifs, ils ont ces 4 dispositifs, et cette réforme a comme ambition de soutenir, et on l'espère de mieux soutenir une fois la réforme adoptée, le risque pris par les auteurs comme le risque pris par les producteurs dans cette phase, on le sait, où les financements sont très peu nombreux, voire dans certains cas inexistants. Alors, pour l'aide à la conception, la réforme que l'on compte présenter à notre conseil d'administration de début juillet prochain, alors c'est pour ça que je vais encore mettre des conditionnels dans tout ce que je vais vous décrire, puisque non seulement la concertation avec les organisations professionnelles n'est pas totalement achevée, mais a fortiori, la réforme n'a pas encore été adoptée par notre conseil d'administration. Mais à ce stade de nos échanges avec les organisations professionnelles, représentant les auteurs et les producteurs, y comprenant naturellement la SACD, on a quand même réussi à dessiner des orientations qui semblent recevoir un assez large consensus. Donc pour ce qui est de l'aide à la conception, en réalité, notre attention a été surtout portée sur une fragilité de ce dispositif qui est liée à son faible taux de concrétisation. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on regarde les projets qui sont déposés à l'appui d'une demande d'aide à la conception, en réalité, moins de 10% d'entre eux donnent effectivement lieu à un film sortant en salle. Ce qui a provoqué des critiques assez nombreuses, et des interrogations, je dirais, au sein de la profession, et des critiques assez nombreuses en dehors de celle-ci, notamment, typiquement, de la part de l'Inspection générale des finances, qui avait tout simplement, dans un rapport récent, proposé la simple suppression de la conception à ce titre. Alors, on sait. Si tu me permets juste de t'interrompre là-dessus, si l'Inspection générale des finances appliquait la même règle aux milliards d'euros de crédit d'impôt recherche qui ne débouchent jamais sur un produit fini, il y aurait des économies importantes à faire dans le budget de l'État. C'est sans doute vrai. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est un secret pour personne que le CNC est sous le feu, en tout cas à minima d'une attention forte et accrue et renouvelée de la part de l'ensemble de nos tutelles. Et la réalité, c'est parce qu'on vous aime bien. Qu'on vous surveille autant. Je ne parle pas de la SACD, je parle de tous les gens qui vous surveillent. Oui, ça j'en suis moins convaincu. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, il est évidemment non seulement légitime, mais j'allais dire de notre responsabilité de s'assurer que les dispositifs que l'on met en place puissent donner des garanties et puissent répondre aux critiques qui peuvent être formulées.
Et il est vrai que de ce point de vue-là, et j'en dirai pas autant sur des critiques qu'on peut formuler sur l'avance sur recette ou sur d'autres dispositifs du CNC, il est vrai que ce faible taux de concrétisation des projets, il interroge quand même, surtout si on le compare au succès des autres dispositifs de soutien à l'écriture et à l'amont que je décrirai ensuite, qui, eux, ont des taux de concrétisation que moi je juge très convaincants, voire remarquables, qui sont plutôt de l'ordre de 30%. Alors pourquoi un taux si faible? En fait, je crois que la réponse, elle a été identifiée notamment par l'échange qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, avec les organisations professionnelles, et liée au fait que ce dispositif aujourd'hui n'est pas cumulable avec celui que je décrirai ensuite, qui est l'aide au scénario, qui subdivise elle-même en une aide à l'écriture et une aide à la réécriture. Donc, quand vous êtes auteur et que vous souhaitez solliciter l'aide à la conception et l'aide à l'écriture, vous ne pouvez pas le faire pour le même projet. Et il semblerait, je crois qu'on en est à peu près convaincu aujourd'hui, que les auteurs qui se retrouvent face à ce choix déposent 2 projets différents, l'un à l'aide à la conception pour percevoir cette aide automatique de 10 000 euros, et un autre projet à l'aide à l'écriture. Et il apparaît d'une manière, je crois, assez claire désormais que les auteurs, en toute logique, déposent plus volontiers les projets auxquels ils croient davantage, auxquels ils comptent consacrer, je dirais, tout leur temps, leur talent et leur énergie à l'aide à l'écriture, et déposent à l'aide à la conception des projets qui sont sans doute un peu subalternes, si je puis dire, dans leur travail d'écriture. Excuse-moi, je t'interromps juste un peu. Je suis pas sûr que les projets soient plus subalternes, mais simplement, peut-être que les auteurs et les autrices appréhendent la probabilité qu'un projet aille au bout. Et effectivement, ils ont tendance à présenter à l'aide au scénario les projets les plus avancés, ceux sur lesquels ils ont des premières marques d'intérêt, et sur ceux qui sont beaucoup plus difficiles, justement, il le présente à l'autre, d'où le taux de transformation en film beaucoup plus bas. Alors, en tout état de cause, la solution face à cet écueil, elle tient, je dirais, assez simplement à la description que j'ai fait de ce dispositif, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir cumuler avec l'aide à l'écriture. Donc, on a réfléchi en réalité à la possibilité d'un cumul entre les 2 dispositifs pour un même projet, et ce, dans une perspective, je dirais, de continuité dans le travail d'écriture. Je m'explique. Pour percevoir, comme je le disais, l'aide à la conception, une fois les conditions d'éligibilité remplies, il faut déposer un synopsis et aboutir à un synopsis détaillé. Or, à l'aide à l'écriture, le synopsis détaillé est typiquement l'un des éléments qui peuvent être déposés à l'appui d'une demande pour aboutir à un scénario. Donc, ce vers quoi on s'acheminerait, encore une fois avec le léger conditionnel que j'expliquais initialement, ce serait donc la possibilité à la conception de déposer un scénario, de percevoir l'aide de la conception, d'arriver à un synopsis, d'arriver à un synopsis détaillé, déposer celui-ci à l'aide de l'écriture pour arriver donc à un scénario. L'autre questionnement que l'on a relatif à l'aide à la conception tient aux conditions d'éligibilité au dispositif. Aujourd'hui, il suffit, entre guillemets, d'avoir contribué à l'écriture d'un long métrage sorti en salle, sans condition sur la nature de cette sortie. Or, on s'est rendu compte que parmi, on va dire, la centaine d'aides à la conception qui sont attribuées chaque année, il y a des cas alors, très marginaux, mais réels. C'est moins de 10%, ça se compte sur les 2 doigts de la main ou voire d'une main, quelques projets qui ont en réalité une sortie technique en salle, et donc on souhaite renforcer ce critère d'accès et d'exiger une véritable sortie dans un nombre d'établissements qu'on n'a pas encore arrêtés, mais qui, pour fixer un ordre d'idée, pourrait s'établir entre 5 et 10 établissements. Alors ensuite,
Et ça, ce que je vais dire maintenant vaut pour l'ensemble des 4 dispositifs. Je vous ai dit que cette réforme a pour objectif de mieux soutenir l'écriture, de mieux soutenir l'amont, de mieux soutenir le risque pris par les auteurs et par les producteurs. Ça passe évidemment et naturellement par un renforcement des budgets alloués à chacun de ces dispositifs. Là, je dirais que ça sera la phase finale avant le passage devant notre conseil d'administration, une fois qu'on aura arrêté les contours de la réforme, de voir quels arbitrages on mène et quels dispositifs on priorise en termes de renforcement budgétaire. Ce qui est clair à ce stade, c'est que l'aide à la conception fait partie de ceux pour lesquels on souhaite qu'il y ait une véritable hausse du budget permettant une hausse sensible du montant individuel de l'aide, qui est aujourd'hui, je le répète, de 10 000 euros. J'en viens peut-être au deuxième des 4 dispositifs, et deuxième et second pour ce qui concerne les dispositifs destinés directement aux auteurs, qui est donc l'aide au scénario. Donc c'est là un dispositif sélectif comme on les connaît, je dirais, de manière classique au CNC, c'est-à-dire des dispositifs qui s'appuient sur un certain nombre de critères artistiques ou économiques selon la nature des dispositifs. Là, évidemment, artistique pour ce qui est de l'aide au scénario, et dans le cadre desquels les demandes sont soumises à l'appréciation d'une commission composée de professionnels, comme on peut le connaître à l'avance sur recette, à l'aide à la distribution, à l'aide à la RSA, etc. etc. Alors, sur ce double dispositif d'aide à l'écriture et à la réécriture, en réalité, c'est un dispositif qui fonctionne bien. Je l'ai dit très rapidement, on a un taux de succès, si je puis dire. En tout cas, si on juge le succès par la possibilité que le projet aboutisse à un film sortant en salle, qui est tout à fait notable, puisqu'il est de l'ordre de 30% chaque année. Autre indicateur, les projets aidés à l'aide au scénario ont un taux de réussite à l'avance sur recette qui est lui aussi de 30%, donc ce qui est évidemment beaucoup plus élevé que le taux moyen de réussite à l'avance sur recette, qui est plutôt de l'ordre de 10%. Donc un dispositif qui, à nos yeux, et je pense aux yeux de la profession, aux yeux des auteurs, fonctionne bien. En fait, la revendication, si ce n'est quasiment unique, ou en tout cas essentielle, qui a été portée à notre connaissance à l'occasion de cette réforme, c'est un renforcement, là aussi, des moyens alloués au dispositif, à la fois pour pouvoir augmenter le montant individuel des aides, qui est, par exemple, de 21 000 euros pour l'aide à l'écriture, mais aussi l'idée de pouvoir aider davantage de projets. Alors, pas uniquement, ou pas du tout d'ailleurs, dans un objectif purement quantitatif, mais on s'est rendu compte que, quelle qu'en soit d'ailleurs la composition, les commissions d'aide au scénario, face à leurs obligations de sélectivité, peuvent se retrouver à laisser de côté les projets, j'ai envie de dire, un peu plus atypiques, un peu plus audacieux, des projets qui peuvent avoir une adhésion extrêmement forte d'un ou deux membres de la commission, mais qui ne remportent pas une majorité des suffrages. Donc on se dit, si les perspectives budgétaires nous le permettent, de pouvoir marginalement donner la possibilité aux commissions, en plus, je dirais, des projets qu'elles auraient souhaité soutenir naturellement, ou en tout cas dans la majorité de leurs suffrages, s'ils peuvent avoir la possibilité ponctuellement d'aider un projet qui sort un peu, j'allais dire, des cadres habituels, un projet un peu plus audacieux, un peu plus risqué, un peu en marge, ça serait sans doute intéressant, mais voilà, encore faut-il que l'on puisse augmenter le budget pour ce faire, en sachant que en termes d'arbitrage, si on doit faire un choix, je le répète, ça sera l'aide à la conception qui remportera, je dirais, l'essentiel du renforcement budgétaire qu'on souhaite apporter.
Juste peut-être deux petites questions. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les enveloppes budgétaires globales sur les deux dispositifs? Et puis aussi, les deux sont directement versés aux autrices et aux auteurs et pas, ou pas. Enfin, à chaque fois, parce qu'il y a aussi des aides à l'écriture voilà, qui passent par les aides à la production. Enfin. Tout à fait. Alors, sur l'aide à la conception, on est grosso modo d'année en année à une centaine de projets, donc à hauteur de 10 000 euros forfaitaires. Donc, ça fait environ 1 million d'euros d'aide. Sachant que, encore une fois, comme ce dispositif est automatique, en réalité, le budget qui est finalement dépensé dépend de la demande. Elle est relativement... Enfin, elle est assez variable. Elle peut osciller entre 70 projets à plus de 100, mais on est quand même sur le temps long, à une moyenne de 100 projets par an. Pour l'aide au scénario de mémoire, j'espère ne pas me tromper, on est à un peu plus de 2 millions d'euros de budget alloué à ce dispositif. Alors pour répondre à ta deuxième question, Patrick, l'aide à la conception est sollicitée par l'auteur et versée à l'auteur. L'aide à l'écriture est sollicitée par l'auteur, versée à l'auteur, et l'aide à la réécriture, elle, peut être sollicitée par un producteur pour le compte d'un auteur. Et donc, auquel cas, l'aide est versée au producteur. Alors, c'est l'une des questions que l'on se pose, soit d'imposer un versement direct à l'auteur. Alors, ce qui peut apporter une petite complexité juridique, si le demandeur et le producteur, c'est un peu... Bon, voilà, il y a une question à résoudre sur la possibilité de verser à un tiers qui est l'auteur. À tout le moins, si on n'arrive pas à résoudre ce petit écueil juridique, on souhaite, d'une manière générale, et notamment pour ce dispositif, accroître notre contrôle, voilà, appelons un chat, sur le bon usage des aides attribuées pour bien vérifier que ce sont des aides attribuées, enfin, qui en tout cas finissent dans la poche de l'auteur en totalité. Alors, voilà pour ce qui est des dispositifs d'aide à l'amont, d'aide à l'écriture qui concernent directement les auteurs. Du côté des producteurs, ce sont des dispositifs qu'il faut voir comme complémentaires des deux premiers. Il y a là aussi deux dispositifs. Un premier dispositif qui est l'aide au développement, alors qui ne concerne pas que l'écriture, hein, mais le développement plus largement des films. Ça peut inclure des dépenses de repérage, des dépenses d'achat de droits, etc. Là, c'est en tout état de cause le producteur qui sollicite ce dispositif, qui est lui aussi une aide sélective, avec une commission composée de professionnels qui examine les demandes. Et en réalité, c'est un dispositif, j'allais dire, double, en tout cas qui subdivise en deux couloirs. L'un qui est consacré aux producteurs qui ont une activité minimale, c'est-à-dire qui ont produit un nombre de projets de films minimal durant la période qui précède la demande, et un dispositif simple, accessible à tous les producteurs. Alors, dans le cadre de la réforme concernant l'aide au développement, c'est sur le premier couloir, donc qu'on appelle aide au programme, qu'on souhaite porter des modifications. Donc ce dispositif, ce sous-dispositif, si je puis dire, de l'aide au développement s'appelle aide au programme, dans la mesure où les producteurs qu'ils sollicitent peuvent déposer entre 2 et 4 projets sur la base à minima d'un synopsis. Et la réflexion que l'on a menée, notamment avec les représentants des producteurs, c'est de savoir s'il n'y avait pas intérêt à donner aux producteurs un peu plus de souplesse s'ils obtiennent l'aide, dans l'usage de l'aide en question, et notamment dans sa ventilation
si je puis dire, entre les 2 et 4 projets composant le programme qui nous est déposé. Parce qu'à l'heure où on se parle, c'est la commission d'aide qui décide si le programme de 2 à 4 projets est soutenu ou pas. Elle peut choisir de soutenir une partie seulement des 2 à 4 projets déposés. Et ensuite, c'est la commission qui décide d'une enveloppe globale et de sa ventilation entre les 2 à 4 projets en disant, voilà, on va attribuer, je donne des chiffres totalement au hasard, 12 000 euros au premier projet, 8 au deuxième, etc. etc. Or, toujours dans cet objectif de mieux couvrir le risque pris par les producteurs, il nous a semblé légitime, c'est une revendication très forte de leur part, de leur donner plus de souplesse dans l'attribution, enfin dans la ventilation finale de l'enveloppe entre les différents projets, étant bien considéré qu'ils ne peuvent pas en faire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si la réforme est adoptée comme on l'imagine, la Commission va proposer une enveloppe globale d'aide. Et c'est au moment du conventionnement avec le CNC, donc très rapidement après la Commission, que le producteur va flécher cette enveloppe sur les projets qui auront été retenus parmi les 2 à 4 projets. Ça a l'air de rien, mais ça permet au producteur, entre le moment du dépôt et le moment où il a la réponse du CNC, les choses ont pu évoluer. Les projets ont pu d'ailleurs continuer à être travaillés avec les auteurs. Et il peut s'avérer que certains projets ont besoin d'un soutien financier accru parce qu'il y a une période de réécriture plus longue, au contraire que d'autres sont arrivés, si je puis dire, à maturation plus vite. Et en fait, voilà, on estime que c'est seul le producteur est à même de juger de la meilleure façon possible de ventiler cette enveloppe. Étant considéré, ça c'est un élément important que je n'ai pas évoqué concernant ce dispositif, qu'il s'agit d'une aide remboursable pour sa partie principale. Je dis sa partie principale parce que s'ajoute à ce montant remboursable un certain nombre de majorations qui ont pour but de porter un soutien un peu plus fort à certaines typologies de projets. Aujourd'hui, il y a une majoration pour tous les projets qui est d'environ 20%. Une majoration accrue de l'ordre de 40%, je vous passe les décimales, pour la création de musique originale et pour les projets déposés en coproduction par plusieurs coproducteurs. Et enfin, une majoration la plus élevée de 100% pour les projets qui font état d'un passage du court au long, c'est-à-dire déposés par un auteur et son producteur qui ont été accompagnés, enfin qui ont travaillé ensemble sur un court et qui, par cette demande, donc souhaitent passer au long métrage. Alors là aussi, on a une réflexion pour réformer ce point sur les majorations. Dans l'ordre, la majoration de 100% pour le passage du court au long nous semble vraiment légitime et nécessaire d'être maintenue. Donc on n'a pas l'intention de la réformer ni d'en changer le montant, qui donc restera à 100%. En revanche, sur la création de musique originale, on s'est rendu compte que c'est une majoration qui est totalement inefficiente parce que pour des questions temporelles, c'est que en réalité, ça vient trop tôt dans le processus de création du film. La musique originale, s'il y a décision de la part du cinéaste, de l'auteur, du producteur, de faire appel à une création de musique originale, ça arrive plus tard. Et donc personne quasiment ne la sollicite parce que tout simplement, c'est pas le bon moment. La majoration pour les projets portés en coproduction, en fait, nous semble avoir un pur effet d'aubaine pour les coproducteurs qui viennent ensemble sur un projet et n'a pas à avoir l'effet de levier escompté. C'est en fait une majoration qui est issue
pour les plus anciens d'entre nous, du rapport Bonnel de 2000, oui, ça date un peu, de 2014-2015, qui visait à consolider le tissu des entreprises de production et inciter au rapprochement entre les sociétés. Mais en réalité, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc on est plus en train de réfléchir à une suppression de ces 2 majorations à 40%, quitte là aussi, si les arbitrages budgétaires nous le permettent, à augmenter la majoration qui est valable, enfin qui est en tout cas attribuée à tous les projets soutenus. Donc vous l'avez compris, si un producteur a une aide au développement, je vais prendre un chiffre rond de 10 000 euros, cette aide doit être remboursée, mais ce n'est pas le cas de la majoration, qui, elle, reste au bénéfice du producteur. J'ai 2 questions là sur le dispositif que tu viens de nous présenter. La première, c'est est-ce que, parce que souvent les autrices et les auteurs nous disent que dans la phase très amont du processus créatif, ils travaillent en liaison avec un producteur, mais en l'absence totale de cadre contractuel, et ce qui après peut poser des problèmes. Donc ma première question, c'est est-ce que pour présenter 3 ou 4 projets de Synopsis, est-ce qu'il faudra montrer au CNC qu'on dispose bien d'un contrat avec l'auteur? Et la deuxième, Gaëtan Bruel a annoncé sur d'autres dispositifs que vous alliez renforcer votre politique sur les sujets de parité. Et donc je me demandais si cette question serait embarquée, cette problématique sera embarquée dans ces évolutions. Alors, pour répondre à ta première question, alors effectivement, c'est un sujet assez central, d'ailleurs pour l'ensemble des dispositifs, et éminemment pour les dispositifs d'aide à l'amont à destination des producteurs, auxquels on compte répondre en s'attachant à regarder deux sujets. Le premier sujet, c'est la temporalité. La temporalité des dépenses menées par les producteurs. Parce que ce qui pourrait être le biais d'un soutien à un projet porté à un producteur en termes d'aide à l'amont, c'est qu'en fait, l'aide n'apporte pas un soutien supplémentaire à l'auteur, mais viennent couvrir des dépenses qui auraient déjà dû, enfin en tout cas des revenus qui auraient déjà dû lui être versés par le producteur. Donc ça, on va regarder. Là, il est encore un peu tôt pour que très finement j'expose comment, mais on veut s'assurer qu'il s'agit bien d'aider des dépenses nouvelles, futures, ou à minima qui ne soient pas antérieures de plus de tant de temps avant l'attribution de l'aide. Ça, c'est le premier point. Et sur les contrats, on est en train de regarder tout simplement à imposer une exigence de dépôt des contrats au registre pour être certain qu'à l'appui des demandes, et je pense notamment au 4e dispositif que je n'ai pas encore décrit, qui est l'investissement en préparation, que les producteurs ne puissent pas déposer à l'appui de leur demande, donc là, en l'occurrence, de mobilisation de soutien automatique en préparation, de simples lettres d'option, de contrats d'option, etc., mais un véritable contrat déposé au registre. Donc voilà, ce qui donne évidemment toutes les sécurités associées à cela. Alors, sur un tout autre sujet qui est celui de la parité, alors effectivement, on a ces jours derniers à Cannes précisé les annonces qui avaient été, l'annonce assez générale qui avait été faite par la ministre de la Culture d'alors, Rachida Dati, sur la création d'un malus parité sur le soutien automatique à la production. Et donc le projet en termes de parité est celui-ci. Il sera lui aussi présenté à notre conseil d'administration de début juillet prochain. Et il consistera, avec le petit conditionnel toujours, à remplacer l'actuel bonus dont peuvent bénéficier les producteurs lors de la mobilisation de soutien automatique pour la production d'un film,
par un double système de bonus et de malus qui s'appuiera sur des critères renouvelés et élargis en termes de chef de poste considéré, puisque le projet, pour en tout cas la prise de vue réelle, est de se baser sur 15 postes, tous les postes de la convention collective, plus l'auteur de la musique, l'auteur du scénario, l'assistant réalisateur, le réalisateur, le producteur. Et donc un système double de bonus-malus qui, en deux mots, dès lors qu'une production sera en deçà d'un certain seuil de postes occupés par des femmes, il y aura un malus. Et au-delà, enfin, dès la parité assurée, alors parité au sens de la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration, c'est-à-dire à partir de 40% des 15 postes, il y aura un bonus appliqué à la mobilisation du soutien. Donc voilà ce qui est prévu, sachant que ce qui est important et ce qui différencie beaucoup le double système futur par rapport au système de bonus actuel, c'est qu'aujourd'hui le bonus il s'applique à la mobilisation de soutien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique du soutien automatique à la production, c'est le moment où un producteur qui dispose d'argent sur son compte de soutien au CNC vient puiser dans ce compte pour financer la préparation ou la production d'un nouveau film. Aujourd'hui, sous certaines conditions de parité des équipes, un bonus en subvention vient s'ajouter aux sommes qu'il vient puiser dans ses réserves, dans son compte de soutien, qui est d'à peu près 25%. Il a 10 000 euros sur son compte qu'il prend pour financer la production d'un nouveau film. On va ajouter 2 500 euros de subvention s'il respecte les critères de parité. Demain, il y aura le même principe en termes de bonus, mais en même temps va se créer un malus qui, lui, ne va pas porter sur la mobilisation de soutien, mais sur la génération, c'est-à-dire l'opération qui consiste à alimenter le compte de soutien de l'entreprise de production au regard de ses entrées en salle, de ses contrats de cession de droits télé, de ses ventes de DVD, etc. Alors évidemment, il y a la grande nouveauté, c'est de passer d'un bonus à la possibilité d'un malus, et donc d'une incitation à la contrainte, si je puis dire. Donc c'est déjà un changement de paradigme complet, mais en portant le malus sur la génération de soutien, ça a aussi l'avantage de concerner tous les films, et pas seulement ceux qui ont du soutien automatique disponible, ou qui ont du soutien automatique disponible, mais qui simplement ne le mobilisent pas pour ce film parce qu'ils préfèrent le garder pour un autre film. Donc voilà, la mesure sur la parité, elle est vraiment elle pèse sur le producteur en tant qu'employeur, ce qui est en toute logique, et sur son soutien automatique. Alors par ailleurs, mais enfin c'est tellement une évidence maintenant que je n'ai même pas pensé, enfin j'ai quand même l'évoqué, même si c'est que voilà, en revanche, toutes les commissions d'aide du CNC sont par ailleurs paritaires, mais ça c'est un autre, enfin un sujet connexe. Donc, ouais, quatrième, tu suis. Ah, une question peut-être. Juste avant de passer au quatrième, oui. Tout le monde a la même question, le budget de cette aide de développement. J'ai un trou de mémoire. C'est de mémoire, c'est à peu près de l'ordre de 2,5 millions. Je vérifierai. Oui. Question, j'allais dire de stratégie. N'a-t-on pas intérêt, c'est subjectif évidemment, à solliciter une aide à l'écriture très sélective, l'obtenir, et dans ce cas-là, ultérieurement, on va demander, par exemple, une aide au développement, et on aura 30% de chance que les choses se fassent. Ce que vous expliquiez tout à l'heure. Alors que le faire sans besoin d'aide à l'écriture, directement parce qu'on a travaillé un scénario avec un réalisateur, un etc. Alors on n'a plus que 10%. Donc on a tout intérêt
à aller solliciter une aide à l'écriture au départ, et c'est un peu une porte qui peut s'ouvrir plus facilement avec l'aide au développement ensuite. Dans la mesure où on l'obtient, évidemment, l'aide à l'écriture. Je te laisse répondre, mais je pense que ça marche pas comme ça. Ce que vous a donné Lionel, c'est un constat ex post, mais le fait d'avoir l'aide à la conception, ça renforce pas les chances d'être aidé sur les autres dispositifs. Simplement, avec le recul, le CNC regarde ce qui s'est passé, mais au moment où la commission se prononce, enfin, je te laisse répondre plus précisément, mais Oui, mais là, c'est pas celle de l'aide à l'écriture. D'accord pour l'aide à la conception? non, mais même l'aide à l'écriture. Alors, l'aide à la conception, elle est automatique. Donc, si vous respectez les conditions, c'est 100% de chance, si je puis dire, de l'obtenir. Et la logique dans laquelle, encore une fois, on souhaite se placer, c'est d'appréhender l'aide à la conception, si l'auteur le souhaite, comme une étape initiale avant de solliciter l'aide à l'écriture. Donc, conception d'abord, écriture ensuite, et en toute logique, puisque, encore une fois, si vous êtes éligible pour avoir l'aide de la conception, vous déposez un synopsis, vous arrivez à un synopsis détaillé, lequel peut servir comme cœur du dossier de demande d'aide à l'écriture. L'aide au développement, elle est sollicitée par le producteur. Donc, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas dans la même logique, puisque l'aide à l'écriture ou à la réécriture, elle est sollicitée, elle, par l'auteur. Et on est vraiment sur le champ des projets, en tout cas pour la conception et l'écriture, en amont. Alors, c'est pas interdit d'avoir un producteur dès le début, hein, naturellement, mais on est sur un champ où on souhaite soutenir le travail d'écriture mené par les auteurs, le cas échéant, seuls. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. L'aide au développement, là, on est à un moment où c'est le producteur dans sa politique de développement de projet, évidemment avec des auteurs, mais qui détermine le moment de dépôt des dossiers. Et si, encore une fois, c'est un producteur qui, je dirais, a une activité suffisante pour avoir entre 2 et 4 projets faisant partie d'un programme de projet, il va venir à ce moment-là avec ce pool de projets, si je puis dire, auprès de l'aide au développement. Mais il n'y a pas de... Alors, pour le dire encore plus clairement, il n'y a pas de cumul entre l'aide à l'écriture et l'aide au développement. On est sur deux visions différentes. Dans un cas, c'est l'auteur seul qui vient. Dans l'autre cas, c'est le producteur qui dépose le projet. Et dans le dossier d'aide au développement, ensuite demandé par le producteur, il est quand même a été signalé que le CNC est déjà intervenu en aide à l'écriture pour l'auteur. Et il me semblerait que ça joue favorablement. Par rapport à la réussite finale que vous dites, 30% des films se font dans ce cas-là. Alors, 30% des films 30% des projets qui sollicitent l'aide à l'écriture, et d'ailleurs, idem pour l'aide à l'écriture, deviennent des films qui sortent en salle. Pour l'aide au développement, c'est à peu près le même, de mémoire, c'est à peu près le même pourcentage, en fait. Mais je ne suis pas en train de parler du pourcentage de réussite devant la commission. Dans le cadre de l'aide au développement, pour ce qui est de l'aide au programme, le taux de réussite, si je puis dire, il est encore plus élevé, il est de l'ordre de 70%. Quatrième dispositif. Alors là, on est dans un tout autre mécanisme, puisque on est dans un mécanisme qui est totalement inséré au sein du soutien automatique à la production du CNC. Donc voilà, encore une fois, le fait de disposer d'un compte de soutien dans les écritures du CNC en tant que producteur et de pouvoir aller, pour peu que ce compte ait été alimenté par des sorties de films passés, d'aller puiser dans ce compte pour des dépenses de production et, en l'occurrence, de préparation, qui est un dispositif spécifique qui a la particularité de pouvoir couvrir l'ensemble des dépenses de préparation d'un film, donc qui comprend naturellement les dépenses d'écriture,
mais aussi les dépenses de repérage, d'achat de droits, etc. etc. Le point important, c'est que parmi toutes ces dépenses de préparation du film, les dépenses d'écriture, elles, sont bonifiées. Donc là, par une allocation directe du CNC en subvention. Et il y a une hauteur importante, puisqu'elle s'élève à environ 47%. Donc là, dans le cas d'espèce, donc si un producteur, je donne encore une fois un chiffre rond, vient puiser dans son compte de soutien pour la préparation d'un projet 10 000 euros, il bénéficiera, alors évidemment, à du concurrence des dépenses d'écriture, il faut qu'il y ait des dépenses en face. Et le contrôle de ces dépenses est évidemment un élément clé de la bonne gestion de ce dispositif. Il bénéficiera d'un bonus de, j'ai dit 47%, donc de 4 700 euros pour couvrir, parmi toutes les dépenses de préparation, les dépenses d'écriture. Alors, sur ce dispositif, notre souhait de réforme, il porte schématiquement sur 3 points. Le premier, c'est de renforcer justement la possibilité pour le producteur de disposer de ce bonus en termes de dépenses d'écriture. Aujourd'hui, il y a un plafond annuel qui est de 100 000 euros, le plafond de cumul de ces différents bonus pour les producteurs. Donc on souhaite rehausser ce plafond. Par ailleurs, aujourd'hui, les producteurs ne peuvent solliciter d'investissement en préparation que pour 2 films par an. On souhaite là aussi augmenter le nombre de films. Alors, le montant du nouveau plafond et le nouveau plafond en termes de nombre de films annuels, là aussi, il est lié à l'arbitrage budgétaire global. Les producteurs aimeraient bien que ce soit 4 films par an au lieu de 2. Bon, on verra si on arrive jusqu'à cette hauteur. Et ils souhaiteraient que le plafond soit doublé. Là, pareil, l'arbitrage final sera entre les deux. Donc ça, c'est le premier point. Donner davantage de moyens aux producteurs en termes de préparation des films et avec un fléchage plus particulier sur les dépenses d'écriture. Le deuxième point, c'est une simplification de ce dispositif, parce que j'en ai passé les méandres, mais c'est un système trop complexe en termes de taux, plafond, pourcentage de dépenses éligibles, etc. Comme quelquefois le CNC sait faire, au fil des ans, des strates de complexité se sont accumulées. On souhaite un peu rendre tout cela plus lisible et plus simple, à la fois en gestion pour les producteurs et en gestion pour les équipes du CNC, ce qui permettra au passage de pouvoir traiter les dossiers plus rapidement. Et enfin, le troisième point, mais on l'a déjà pas mal abordé, c'est le sujet du contrôle et de la transparence dans l'usage des aides accordées à ce titre, et de vérifier que ça soit évidemment, dans le cas des dépenses d'écriture, bien des auteurs qui les perçoivent à hauteur de ce qui a été attribué, et d'une manière générale, qu'il y a évidemment un bon usage des fonds. Ça passe notamment par un toilettage des assiettes de dépenses éligibles entre l'aide au développement et l'aide à la préparation, les deux étant cumulables. Évidemment, il s'agit de vérifier que ce cumul ne dépasse pas les plafonds autorisés. Or, aujourd'hui, on est sur des assiettes proches mais différentes, ce qui rend les contrôles totalement complexes à mener. Donc, on souhaite simplifier pour plus de transparence. Merci Lionel. Sur les questions d'aide sélective, on y a un sujet qui interpelle particulièrement les autrices et les auteurs en ce moment, c'est l'occasion du processus de sélection. Vous devez présenter vos dossiers, et vous êtes accepté ou non que votre projet puisse être soumis à une IA
par des membres de commission. Et donc, si l'auteur, candidat, l'autrice refuse, les membres de la commission et lecteurs n'ont pas le droit de recourir à une IA. Et si au contraire l'auteur l'accepte, ils ont le droit de recourir à une IA. Et donc, il y a deux sujets de notre point de vue. Le premier, c'est que ça peut exercer une pression sur les candidats à cette aide, puisqu'ils peuvent se dire que même s'ils n'ont pas envie d'accepter que leur projet soit soumis à une IA, ils peuvent se dire que ça pénalise leur candidature. Donc c'est un peu un choix très contraint. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et le deuxième, parce que tu le sais, nous, on n'arrive pas à la SACD à nouer des échanges avec les sociétés d'IA qui, c'est aujourd'hui, elles pillent toutes les œuvres pour entraîner ces modèles. Et d'ailleurs, les IA qui sont pertinentes ou qui pertinentes plus ou moins en tout cas, mais qui peuvent apporter quelque chose pour comprendre un synopsis ou avoir un avis sur un synopsis, c'est souvent des IA qui ont été entraînées à partir d'œuvres protégées. Sinon, elles n'ont pas grand-chose à dire. Et donc, le fait de recourir explicitement, sous la réserve de l'accord de l'auteur, à ce que les membres de la commission puissent soumettre les scénarios à des IA qui elles-mêmes sont en contrefaçon, c'est un peu paradoxal, on trouve à la SACD, que le CNC valide explicitement par cette procédure telle qu'elle existe aujourd'hui le recours à enfin, on n'imagine pas que le CNC mettra en place des aides pour des acteurs traditionnels de la chaîne qui seraient en contrefaçon, ce qui n'a jamais existé aujourd'hui. Donc je sais, c'est une question qui concerne ta direction, qui concerne aussi la direction de l'audiovisuel. Et donc, je ne sais pas ce que tu peux nous dire aujourd'hui, mais je voulais déjà partager avec toi les mots forts que ça suscite chez les autrices et les auteurs et dire qu'on souhaite vraiment travailler avec le CNC sur cette question. Alors, je connais effectivement cet émoi et en tout état de cause, les interrogations que suscite ce sujet de l'intelligence artificielle. Alors, la première chose que je voulais souligner, c'est qu'on est éminemment sur un sujet extrêmement évolutif, notamment, enfin, je ne parle pas seulement de l'évolution des outils d'IA eux-mêmes et de leur éventuel usage par l'industrie, par la profession, mais je parle bien du cadre législatif et réglementaire qui est effectivement extrêmement en évolution et mouvant. Ça, c'est le premier point. Excuse-moi, je t'interromps là-dessus parce que je ne peux pas ne pas réagir au fait que le cadre législatif en France, s'il évolue, c'est pas à l'initiative et grâce à l'aide du gouvernement qui, sur ce point-là, est aux abonnés absents. Alors, je pensais plutôt à ce qui concerne plus directement le CNC, qui est le Code du cinéma et encore plus précisément notre règlement général des aides qui encadre l'ensemble de nos dispositifs de soutien. Donc, ce que je vais décrire aujourd'hui est sans doute pas et peut-être pas ce qui sera vrai demain, hein, notamment parce que voilà, on est typiquement sur un champ où les réflexions, les interrogations, les revendications légitimes des uns et des autres sont nombreuses et renouvelées. Donc ça, c'était le premier point. Alors le deuxième, pour être plus précis, pardon Patrick, que la description que tu en as faite, et c'est sans doute imparfait et sujet à des interrogations, si ce n'est à des protestations. On a essayé de construire à ce stade un dispositif dans l'examen des projets qui, à la fois, permettent de responsabiliser, de sécuriser et de rendre les choses transparentes. Donc ça passe. Alors, avant de parler des dossiers d'aide, je voudrais, il me semble, commencer par le commencement, qui est la charte de déontologie que doivent signer l'ensemble des membres électeurs de commission du CNC. Donc cette charte de déontologie, elle a été modifiée très récemment. Et d'ailleurs, c'est encore en cours, hein. Il y a des commissions où tout ce travail-là n'a pas encore été totalement mené à terme. Mais ce qui est en cours, c'est un renforcement de la charte de déontologie en ajoutant un certain nombre de points
relatif à l'éventuel usage de l'intelligence artificielle par les membres et les lecteurs. Donc il ne s'agit pas du tout d'une incitation, il s'agit juste de demander un engagement aux membres et aux lecteurs, enfin un certain nombre d'engagements relatifs à l'usage de l'IA, et notamment, alors je ne connais pas par cœur tous les points de la charte modifiée, mais il y a notamment un point interdisant aux lecteurs et membres de commission d'utiliser des outils d'intelligence artificielle gratuits et accessibles à tous, de s'assurer d'utiliser des outils d'intelligence artificielle qui respectent un certain nombre de conditions, et notamment le respect de la propriété intellectuelle, etc. Tu vas me dire qu'il n'y en a aucun. Bah oui, il n'y en a aucun. Donc, donc du coup, la conclusion à tirer de cette exigence, c'est que ça ne devrait pas être autorisé. Parce qu'il n'y a aucune société d'IA en gratuit comme en payant qui aujourd'hui n'est pas en contrefaçon sur le marché français. Dans ce cas-là, la question est résolue. Ah non, mais non, parce que peut-être que si le Parlement saisit la balle au bon que lui a envoyé le Sénat et adopte un dispositif, peut-être que l'IA est un sujet évolutif, peut-être que des sociétés d'IA pourront un jour ne plus être en contrefaçon. Elles n'ont pas vocation à être toujours en contrefaçon. Donc ça, c'est côté... voilà ce qui existe aujourd'hui en termes de déontologie relative à l'IA pour ce qui est du travail de lecteurs et de membres de commission. Et du côté des demandeurs, effectivement, on a ajouté petit à petit dans les différents dossiers de demande un point demandant aux déposants, aux porteurs du projet, déposé à l'aide en question, s'il autorisait, dans les conditions que j'évoquais évidemment auparavant de déontologie, le cas échéant, les lecteurs et membres de commission à recourir comme assistance, parce qu'il est aussi très bien précisé que ce qui doit être le cœur de l'avis des commissions reste un avis humain. Donc comme assistance à des outils d'intelligence artificielle avec voilà, un choix oui ou non. Alors effectivement, et alors là je dois reconnaître en toute franchise que je n'imaginais pas que les déposants puissent puissent cocher la case oui pour les raisons que tu as évoquées, qui est une crainte que leur dossier soit appréhendé avec moins d'intérêt, en tout cas d'une manière moins positive, ou en tout cas pas neutre. Et là je le dis avec une certaine solennité, à notre sens, c'est une question qui ne doit pas peser sur l'appréhension par les commissions du dossier en question. Que la case cochée soit oui ou soit non, cela n'a pas du tout vocation à influer sur l'avis formulé, même si, effectivement, j'entends et je reconnais ma surprise. Je n'avais pas anticipé que ça puisse susciter cette crainte qu'en cochant non, le dossier puisse avoir moins de chances, en clair, d'être aidé qu'un dossier identique qui cocherait la case 8. Donc ça interroge. Très clairement. Je voudrais savoir que détermine l'intelligence artificielle à la lecture d'un scénario. Qu'est-ce qu'il en ressort? Comment? Qu'est-ce que dit l'intelligence artificielle? Je vais vous dire, je n'en sais strictement rien, n'ayant pas utilisé l'intelligence artificielle. La vraie réponse, c'est que ça dépend ce que vous lui demandez. Ça dépend du prompt, ça dépend de la question que vous lui posez. Que les lecteurs des commissions, qu'est-ce qu'ils vont demander à l'intelligence artificielle en fournissant le scénario, dans la mesure où c'est possible, l'auteur est d'accord? J'imagine que si c'est un scénario complet, ils peuvent demander une synthèse, qui peuvent demander... Enfin, je sais pas, c'est vraiment dans le dialogue en prompt où vous pouvez demander à quel genre cinématographique ça se raccroche, à quelle cible de spectateurs ça vise. Enfin, vous pouvez imaginer toutes les questions que vous voulez. Ça c'est l'interaction entre
l'utilisateur de l'IA et l'IA, où vous pouvez avoir un échange de questions-réponses sur un document donné qui est extrêmement riche. Mais encore une fois, et j'ai très bien compris, et j'entends que ça soit considéré, que vous considérez que c'est insuffisant, mais l'idée n'était pas de dire aux lecteurs et membres de commission, regardez, l'IA est une aide formidable, voilà comment et dans quel objectif vous allez l'utiliser. C'était davantage de dire, au cas où vous souhaiteriez recourir à des outils d'IA, ça ne doit pas constituer l'essentiel ça ne doit pas, constituer, oui, l'essentiel de votre jugement sur le projet qui vous est déposé. 2, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel outil d'IA. 3, vous devez être transparent et indiquer au CNC que vous avez recouru dans ces limites-là à tel outil d'IA pour rédiger votre fiche de lecture ou pour travailler au projet sur lequel vous allez délibérer en commission. Voilà, rien de plus. Merci Lionel. Et donc nous, on est demandeur de vous accompagner dans votre travail de réflexion là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui inquiète beaucoup et à juste titre. Je pense qu'on a, vous avez tous j'espère, des projections. Je voulais remercier, sauf s'il y a une ultime question, mais autrement, je voulais remercier Lionel de nous avoir consacré Merci cette heure de votre entière. accueil. Et remercier l'ACID, puisque c'est notre dernière rencontre.